Bonjour, bienvenue au MUSEM. Je m'appelle Vincent Giovannoni, je suis conservateur, responsable des collections Arts du spectacle. Les collections Arts du spectacle du MUSEM sont des collections importantes, prestigieuses, fortes de près de 35 000 pièces, qui vont des arts forains aux arts du cirque et jusqu'aux automates. Vous avez le privilège aujourd'hui que nous vous présentions une très belle pièce, un automate rarissime, exemplaire des très hauts savoir-faire français du 19e. Cet automate a été entièrement restauré au moment de son acquisition par monsieur et madame Philippe Crass, Ève Chaillard, son épouse, chacun ayant leur spécialité propre, fonction de leur métier et de leur expérience. Et je vais les laisser se présenter. Donc Philippe Crass, facteur d'orgue, et j'ai eu effectivement la chance de restaurer cet instrument de musique mécanique, mais qui est aussi un automate musical, dans la mesure où c'est pour une fois un automate qui joue réellement de la flûte avec un orgue à l'intérieur du corps. Je suis Ève Chaillard, j'ai la chance de m'occuper de la partie décorative essentiellement, tout ce qui est costume, remise en état des mécanismes sur le plan esthétique. C'est mon rôle. Voilà. Alors, relativement aux automates, l'actualité veut qu'au mois de décembre dernier, c'est-à-dire qu'il y a à peine un mois, l'UNESCO a inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les hauts savoir-faire horlogers et les automates d'art. Donc il y a à peine un mois que ces automates sont inscrits au meilleur niveau par l'UNESCO, parmi l'excellence de ce que l'humanité est capable de produire. Alors, je ne vous affligerai pas ça tout le long, mais je vais quand même vous lire quelques lignes du texte de l'UNESCO qui définit exactement ce qu'est un automate, puisqu'il y a maintenant une sorte de doxa en la matière. Donc des automates, ça nous le savons tous, sont des machines qui se meuvent par elles-mêmes grâce à des dispositifs mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou électroniques. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur le fonctionnement de celui-ci, qui est un des grands ancêtres des automates. Un automate, et là vous allez comprendre le pourquoi des interventions de chacun, est constitué, là je reviens donc sur le texte de l'UNESCO, un automate est constitué d'un assemblage complexe de cartonnage pour le corps, la tête, de staff ou de fibres de verre pour les plus grandes pièces, mais aussi de peaux d'agneau, de tiges, de ressorts, de leviers et de cames métalliques. Au cœur du mécanisme, les cames, qui sont des disques de métal au diamètre diversement taillé, déterminent les gestes accomplis par l'automate. Les habits, les perruques et autres accessoires parachèvent sa réalisation. La fabrication d'un automate nécessite donc de maîtriser ou de collaborer avec près d'une vingtaine de métiers différents. Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces différents métiers existants et d'une manière générale et du coup de la façon dont vous répartissez le travail avec Ève pour restaurer ces automates, y compris les plus prestigieux. J'ai oublié de vous dire que nos deux intervenants d'aujourd'hui sont à ce point excellents qu'ils interviennent dans le monde entier. J'ai pu les voir un peu partout sur la planète. On fait appel à eux aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Australie. Ils sont partout. En fait, la première règle, c'est de trouver un automate dans le meilleur état possible. Il est quelquefois des instruments ou des machines qui sont tellement abîmés que on en perd l'essence même. Donc la première règle, c'est de trouver un automate dans un état d'origine le meilleur possible. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, on va se distribuer le travail en fonction de chacun de nos compétences, en fonction de la mécanique. Donc déjà, toute la partie mécanique qui relève de l'horlogerie, ou en tout cas de la mécanique classique. La partie facture d'orgue, puisque nous avons affaire ici à
un automate qui comporte un orgue à l'intérieur du corps, et puis ensuite tout l'habillage, le cartonnage bien sûr, mais le vêtement, les vêtements qui vont être à reprendre, souvent à réinterpréter dans la mesure où les vêtements ont le plus souvent souffert de la poussière et du soleil et de l'atmosphère ambiante. En effet, les vêtements, ce sera plutôt ma partie. Il s'agit de conserver essentiellement, et c'est un travail extrêmement humble de nettoyage, de dépoussiérage, effectivement. De même, on examine le cartonnage et on essaie de reprendre quelques griffures, parfois des outrages du temps qui sont même des craquelures, mais on reste le plus léger possible dans la restauration parce qu'il ne s'agit pas de reprendre à tout prix pour faire neuf et on risquerait de défigurer l'ensemble. Ouais, donc cet automate, celui qui vous est présenté aujourd'hui, a été, cet exemplaire-là, réalisé, finalisé peu après 1878. Tout le temps de notre exposé, nous aurons le temps de revenir sur le contexte, la période et sa datation. On sait qu'il est légèrement postérieur à 1878 parce que les airs qui sont sur l'orgue, les airs que joue cet automate, sont, pour plusieurs d'entre eux, postérieurs à 1878. Donc évidemment, l'orgue n'a pas pu être créé avant les musiques n'existant pas. C'est un système de datation assez simple, mais qu'il faut tout de même réaliser. Et cette datation a permis, nous y reviendrons également, d'être certain qu'il s'agit d'un orgue, d'un automate, Alexandre Nicolas Théroud, alors que cet automate connu, prestigieux, avait longtemps été attribué à un autre constructeur d'automates. Avant d'aller plus dans le détail, je voulais quand même vous expliquer qu'une des singularités de cette pièce, et ce qui fait la renommée d'Alexandre Nicolas Théroud, c'est que cet automate est le premier dont le système mécanique, dont l'orgue est intégralement dissimulé dans l'automate. Les automates, habituellement, sont posés sur un socle. Tout le mécanisme qui fait jouer l'automate est dans le socle, et par un système de tringlerie, l'automate s'anime, et dans le cadre de ceux-ci, automates musicaux, produit de la musique. On se doute bien, quand on regarde, qu'il y a quelque chose qui est caché dans la caisse qui est en dessous de l'automate. Là, il n'y a pas. Et donc, c'est le très grand prodige d'Alexandre Nicolas Théroud et de Kelsen, on en parlera tout à l'heure, c'est d'avoir été les premiers au monde être capable de faire cela. Le grand public connaît généralement les hauts savoirs horlogers dont on a parlé tout à l'heure, avec les montres Omega, Rolex, Patek Philippe, qui sont des montres suisses. L'excellence des montres est suisse, mais de la même manière que l'excellence des montres est suisse, au 18e, au 19e, l'excellence des automates est française. Et quand on est à l'extérieur, quand on sort du pays, quand on est aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, dans les pays où il y a des collectionneurs d'automates, leur passion, l'origine, le lieu de la source des 4 fleuves de l'Éden, des automates, est pour eux clairement en France. Nous allons vous présenter, je vais vous présenter assez rapidement quelques images qui vont défiler pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne un automate. Donc celui-ci, tout un système assez complexe, donc le mécanisme complet du flûtiste, en l'occurrence vu de l'arrière, avec un cylindre à picot sur lequel, le cylindre picoté, sur lequel sont installés donc des petits clous, plots, qui permettent de déclencher telle ou telle note. Philippe Crass, F. Chaya vous en parleront beaucoup mieux. Et en dessous, un système de soufflerie qui actionne et qui régule l'ensemble. Je vais vous montrer également une deuxième diapo. Voilà, là, ici, vous avez ce fameux cylindre qui permet de produire
les sons par un jeu un système de flûte. Mais là, considérant que je ne suis que conservateur, c'est-à-dire que je sais plein de choses, mais je ne sais pas faire grand-chose, très humblement, je vais laisser la parole à Philippe Crass, dont c'est le métier, qui va vous expliquer plus en détail ce qu'est un cylindre, ce qu'est une soufflerie, et ce qui fait la spécificité, la haute technologie au niveau du XVIIIe siècle de ce type de machine. Effectivement, encore une fois, on va dissocier, si vous le voulez bien, l'automate de son mécanisme. Toute la partie mobilité des bras, des doigts, etc., évidemment, est synchrone avec la musique et est traitée sur les flasques de part et d'autre du cylindre. Mais la partie importante, l'orgue, qui va donc, qui est picoté et qui va donc donner les informations pour le déclenchement des notes, lui est à la fois le cylindre mémoire, la partie mémorielle de l'instrument, et en même temps contient le barillet, c'est-à-dire le ressort, ce qui va produire l'énergie. C'est un automate du 19e siècle, donc l'énergie est fournie par un ressort bandé dans un barillet, donc on le remonte à manivelle. Une fois que ce barillet que ce ressort est bandé, on va pouvoir dérouler la musique avec le cylindre et actionner en même temps la soufflerie que vous avez vue dans l'image précédente. Donc nous avons, comme dans tout orgue, une soufflerie qui produit de l'air comprimé, des canalisations qui amènent cet air comprimé dans un sommier, une petite boîte qui va enfermer des soupapes, et ces soupapes vont s'ouvrir et se fermer en fonction des ordres donnés par les picots et les doigts qui vont lire les picots sur le cylindre, vont ouvrir ces soupapes et vont donc donner du vent aux tuyaux, les tuyaux que nous voyons à l'instant. Ces tuyaux sont particulièrement intéressants puisque nous avons un flûtiste, il fallait donc faire un son de flûte traversière. Et ces flûtes coupées au ton, donc coupées à la longueur définie pour une certaine fréquence, sont typiques d'une fabrication viennoise avec une bouche ronde et un biseau une lame d'air qui va venir frôler cette bouche ronde et donner ce son très flûte traversière. C'est le meilleur rendu, la meilleure façon d'harmoniser ces tuyaux de façon à donner un son très, très spécial qui correspond parfaitement à l'instrument que tient en main notre flûtiste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons reprendre un petit peu de chant et voir de manière plus large. Je vais vous présenter assez rapidement les collections Art du spectacle dans leur ensemble. Donc sachez que nous avons une collection importante de manèges assez anciens. Le manège que vous voyez est un manège fabriqué pour ses parties les plus anciennes en Angleterre, à Burton-upon-Trent, à la fin du 19e. Datons de à peu près 1880, c'est-à-dire 1 an, 2 ans après la création de cet automate. Cette pièce très intéressante, très belle, de grand prestige, a été restaurée en 2016 par les ateliers Sudside à Marseille pour pouvoir être remise en mouvement. Donc nous avons une collection importante de manèges. Nous avons également plusieurs orgues forains, parmi lesquels, bien sûr, une pièce que nous considérons comme étant le grand chef-d'œuvre du Mucem, donc un orgue forain Gavioli à 105 touches, qui est un orgue ancien dont le son était fait pour être entendu jusqu'à plusieurs kilomètres. On est dans ces années, à la fin du 19e, bien avant l'invention des matériels de sonorisation et des boîtes de nuit. Quand il y avait des grandes animations, il fallait pouvoir attirer le chaland à plusieurs kilomètres à la ronde. Voilà, je vous ai parlé des collections d'automates du Mucem qui sont évidemment, qui sont des collections extrêmement importantes. J'ai oublié de vous dire un mot également de nos grandes collections de marionnettes. Mais au-delà des marionnettes, donc, nous avons des collections d'automates de tout premier rang. Je le dis sans doute, la plus importante collection d'automates, la collection publique d'automates en Europe.
Ces collections ne sont pas présentées au Mucem à Marseille, elles sont déposées à Souillac, dans le Lot, dans un musée tout à fait intéressant que je vous invite à visiter. Le lien est en description de cette vidéo. Donc, parmi les très belles pièces de cette collection, on a un ensemble de 3 joueurs de jazz qui jouent, qui fonctionnent. Vous pouvez, en cherchant sur votre moteur de recherche préféré, trouver un lien vers une vieille vidéo qui avait été faite par France 3 où des jazzmen rentrent dans la vitrine et jouent avec ces musiciens. Nous avons également prêté ces 3 automates dernièrement, il y a un an il me semble, pour une exposition sur le jazz à Nice, à l'excellent musée Masséna. J'en profite pour saluer son directeur Jean-Pierre Barbero. Nous avons également quelques automates tout à fait remarquables à Souillac. Là, une présentation datée de 1956 de la Reine des Neiges, alors évidemment qui ne correspond pas du tout au standard de Disney tel que le connaissent les enfants d'aujourd'hui, mais donc un grand diorama, c'est-à-dire un ensemble de pièces, en l'occurrence en mouvement, toutes animées, présentant la Reine des Neiges dans sa version 1956, dans une belle scénographie, qui sont présentées au musée de Souillac. Une représentation également dessinée pour les grands magasins, en l'occurrence les Galeries Lafayette, une création de 1948, d'après les dessins de Dubout. Dubout, qui est connu, vous savez, pour ces tout petits messieurs, ces grosses dames qui ont le pouvoir sur leurs petits hommes. On en voit une à gauche qui essaie de sauver son petit mari tout maigre des griffes du poisson. Donc cette animation de vitrine était entièrement reconstituée et elle était toujours présentée au musée de Souillac. Les plus anciens se souviennent qu'il y avait dans les grands magasins parisiens et dans les grands magasins des grandes villes de nos provinces, donc des présentations dans les vitrines, notamment au moment des fêtes de Noël, pour attirer le client, vous voyez, que les enfants soient fascinés et envie de rentrer et d'acquérir quelques éléments. Donc voilà, on a toutes ces pièces-là, très agréablement, très joyeusement présentées, tout en mouvement, à Souillac. Ce sont des collections du Mucem. Nous arrivons enfin parmi les pièces qui sont les nôtres à cet automate flûtiste d'Alexandre Nicolas Théroud. Comme vous le savez, le Mucem est l'héritier du Musée national des arts et traditions populaires, donc nous avions ces collections d'automates, dont une très large part, je viens de le dire, sont en dépôt dans d'autres musées. Et puis il fallait bien sûr rouvrir le champ de ces collections et intégrer des pièces importantes, prestigieuses, relevant, pour le dire avec une relative modestie, du patrimoine national. Il n'y a pas de fausse modestie à dire ça, dans la mesure où, il y a un mois seulement, comme je vous l'ai dit, l'UNESCO a reconnu ses savoir-faire au meilleur niveau. Alors, cet automate, tel que vous le voyez, c'est un joli automate, on peut s'y intéresser, se dire, bah oui, il joue de la flûte, vous allez voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais ouais, quelle drôle de forme, d'où vient-il? C'est là que le conservateur intervient. Alors, cet automate, je parle sous le contrôle amical de Philippe Crass, dont je signale, on n'a pas mis le lien en description, qu'il a tout de même produit un ouvrage complet sur l'histoire, les origines de cet automate. Donc cet automate apparaît pour la toute première fois en 1878 dans le catalogue de la maison Roulet. Roulet Descamps étant un fabricant d'automates connu, prestigieux. Donc, dans le cadre de l'exposition universelle de 1878, exposition très importante pour le Mucem, puisque c'est le moment où on a construit le palais du Trocadéro qui abritera le premier musée d'ethnographie, qui sera par la suite transformé en d'un côté musée de l'homme, d'autre côté musée national des arts et traditions populaires, lequel donnera le Mucem. Donc, voici la forme telle qu'elle apparaît dans le catalogue de la maison Roulet. Vous voyez que la pièce est conforme. Les collections du Louvre, qui sont prestigieuses, abritent un automate flûtiste. Abrite un satyre flûteur qui a exactement
la même pose. On appelle ce type de satire au repos parce ils ont le coude posé nonchalamment et qu'ils jouent de la flûte pour se reposer de courir après les nymphes, ce qui est l'occupation principale de tout satyre qui se respecte. Sans respecter les nymphes, mais ça c'est un autre débat. Donc celui-ci est accoudé et joue de la flûte, et vous voyez bien que la forme de ce marbre a inspiré cette forme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alexandre Nicolas Théroud est né en 1807. Donc, en 1807, on est encore sous le règne de Napoléon. Napoléon, vous savez qu'il mène toutes sortes de guerres, dont des guerres en Italie, qu'il est même pendant un temps roi d'Italie, en plus d'être empereur des Français, et qu'il acquiert notamment une collection très prestigieuse, qui est la plus grande collection d'antiques à l'époque, qui est la collection Borghese, à Rome, la plus belle collection d'antiques de l'époque, parmi lesquelles un satyre flûteur en marbre de Paros, donc il va arriver en France dans les années 1810-1812, et quand Alexandre Nicolas Théroud a 18-20 ans, qu'il vient vivre à Paris, le Louvre est un musée tout neuf, qui est encore le musée de Napoléon, est un musée tout neuf. Et ces pièces-là, on les découvre en France. Et le public se presse pour venir les voir. C'est d'une extrême nouveauté, du jamais vu pour les gens qui vivent en France, dans le nord de la France. Ce patrimoine antique, latin, il est romain, il est inconnu. Et donc il est très très attirant, très désirable. Et les fabricants d'automates sont des commerçants. Donc pour donner une enveloppe sympathique à cette invention d'un automate qui pourrait jouer d'un instrument de musique, l'idée lui vient assez naturellement, de reproduire la forme de cet automate du Louvre. Donc voilà, vous avez une vue un peu plus large sur l'automate en question et sa datation, donc du 1er siècle après Jésus-Christ, d'après un faune flûteur plus ancien de 300, 280. Il y a des articles qui existent là-dessus, aussi bien au niveau du Louvre, fait par M. Martinez, qu'un autre beaucoup plus humble, par moi-même, dans la revue du Louvre, sur cette question-là. Si vous permettez, Vincent, oui. J'aurais aimé vous poser une question. En fait, Vaucanson, oui, qui est un peu l'ancêtre de Théroud. Parlons de Vaucanson, oui. En définitive, Vaucanson, lui aussi, utilise le flûtiste de Coysevox, qui est aussi dans les jardins du Palais Royal, qui n'est pas encore le musée du Louvre. Et en définitive, on a ce même rapport entre l'artiste sculpteur et l'automaticien. Toujours. Et il y a des questions qui ont été posées dans une grande exposition par nos amis du Met. Nous avions été voir l'exposition, je ne sais plus si ensemble ou séparément, sur les questions de la sculpture, puisque la sculpture est quelque chose qui est très magnifié dans les musées, hein, peinture, sculpture, architecture. On voit ça tous les frontons, bien sûr, du Louvre et des grandes écoles des Beaux-Arts. Est-ce qu'un automate est une sculpture ? Oui, non. Est-ce que c'est une sculpture parfaitement réussie ? Tous les grands producteurs d'automates, bien sûr, ont eu à travailler avec des sculpteurs. Là, on voit bien, on a parlé tout à l'heure de l'ensemble des métiers nécessaires à la réalisation d'un automate, qu'au-delà de l'ingénierie, là vous allez nous en parler, il faut quelqu'un pour dessiner, sculpter la tête, sculpter les mains. Tout ça ne se fait pas sans talent. Si on veut produire des pièces de prestige, il faut qu'elles soient prestigieuses sur la technique, prestigieuse sur le décor. Une très jolie montre qui peut valoir une fortune, elle vaut une fortune parce que le mécanisme est incroyablement complexe, mais il faut aussi qu'elle soit très belle, qu'elle corresponde à une esthétique. Donc la pièce d'origine a été dessinée en tout début du XVIIe par François Perrier dans les jardins du Palais Borghese. Et la pièce en marbre est arrivée, donc je ne sais plus, 1814, 1815, acquise en 1807, arrivée au musée Napoléon, devenu musée du Louvre, en 1814. Il se passe beaucoup de choses jusqu'au moment entre l'arrivée de cette œuvre et puis la création, l'apparition de cet automate en 1878 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Là, je vais vous en dire un petit mot, puisque c'est la partie
un petit peu la partie du conservateur, hein, je vais après vous laisser beaucoup plus la parole, mais qu'on comprenne bien le contexte. Alexandre Nicolas Théroud né en 1807, au moment où le marbre de Paros, forme d'origine, est acquis, va rentrer dans les collections. Que se passe-t-il entre 1807 et 1878 en France, en Europe, dans la vie en général de Théroud? Ben, il se passe diverses choses, dont les journées de 1830, connues du grand public et du grand public qui fréquente les musées par l'œuvre de Delacroix, La liberté guidant le peuple, donc voilà les Trois Glorieuses, qui quand même font du mouvement dans Paris, en France d'une manière générale. 1830, c'est également le début de la conquête houleuse de l'Algérie par la France, et qui, quand je dis houleuse, c'est-à-dire qu'il y a toujours des effets de mouvement, des difficultés qui perdurent aujourd'hui encore. En 1830, on est en plein dans cette histoire, et ça va prendre quand même beaucoup d'années, beaucoup d'années. Ici, vous avez une représentation de la soumission, je mets des guillemets, d'Abdelkader, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, l'histoire. 1848, troisième révolution française, parce que la deuxième c'est 1830, troisième révolution française, donc 1848, qui fonde la Deuxième République. Deuxième République relativement éphémère, mais qui permettra tout de même l'abolition définitive de l'esclavage. C'est une petite révolution, que beaucoup pourraient considérer comme anecdotique, mais grâce à laquelle l'esclavage est définitivement aboli. De 1861 à 1867, dans les événements qu'on oublie un peu, on a l'expédition du Mexique, par laquelle la France cherche à étendre, sous l'époque de Napoléon III, cherche à étendre son empire. Ici, une présentation de la prise de Puebla. Je salue les amis et les personnes intéressées sur cet épisode important, ô combien important de l'histoire, prise de Puebla, et bataille, bien sûr, de Cameroun, particulièrement chère à mon cœur. En 1870, guerre franco-allemande, avec la défaite qu'on sait, le désastre, la reddition de Sedan. 1871, succédant à cette guerre, la Commune de Paris. Il faut bien imaginer que pour quelqu'un comme Théroud qui a à faire tourner son entreprise, nourrir sa femme, ses enfants, on est dans un monde à l'ancienne, hein, c'est très très compliqué. On va de mouvements sociaux en guerre, donc la situation est très compliquée. Et Philippe Clark, qui a travaillé sur toute la vie, les espoirs et les déboires de Théroud, va vous expliquer ça dans ce contexte général. Et après cette guerre de 70, la Commune de Paris en 71, il ne faut pas oublier que la France essaie quand même de maintenir dans toute cette période-là, on est en pleine période de révolution industrielle et d'expansion coloniale. Il y en a d'autres qui ont des projets d'expansion coloniale qui sont en plein dedans, comme les Anglais, et que soit on se laisse abattre par la guerre, le fait qu'on a perdu la guerre face aux Allemands, qu'on s'est pris la Commune de Paris, enfin, je dis pris, c'est-à-dire on peut être très favorable à la Commune de Paris, mais c'est quand même compliqué de se relever de ce genre d'événements. La France, malgré tout, pour ne pas laisser l'exposition universelle que aux Anglais, met en place sa propre exposition universelle. Ça coûtera ce que ça coûtera pour faire savoir que la France doit avoir une place de premier rang et faire connaître l'excellence de ses savoir-faire et la place pleine et entière qu'elle prend dans le cadre de la révolution industrielle et donc du développement des savoirs de chacun et des gens comme Théroud dans les expositions universelles présentent des pièces au titre des très hauts savoir-faire européens et français en particulier. Sur ce, j'ai assez monologué, je pense que je vous ai un peu ennuyé. Et avant de passer la parole à Philippe Rass et à F. Chaya, je vous montre quand même dans les petites choses qu'on a montées en 1878. Je sais que des amis américains vont regarder l'émission que nous faisons aujourd'hui sur YouTube. Rappelons qu'en 1878, la France a présenté la tête, le buste de la Statue de la Liberté que nous allions offrir aux Américains qui accueillent aujourd'hui ceux qui arrivent par voie de mer à New York.
Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Philippe, je vous laisse la parole. Ève également. Voilà, et vous prenez également cette baguette magique qui permet de faire bouger les images. Parfait. Alors, si vous voulez, moi je voudrais revenir sur 2 points. Le premier point, c'est la comparaison entre 2 fabricants d'automates. Nous avons évoqué tout à l'heure, enfin Vincent Giovannoni a évoqué tout à l'heure, Vaucanson, le XVIIIe siècle, les œuvres du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, un automaticien crée un automate, le montre au prince, et pour sa gloire, pour éventuellement toucher une rente, pour aussi obtenir un poste de responsabilité, cet automaticien va créer une pièce unique qui va devenir son chef-d'œuvre et qui va donc être exposé à la cour et éventuellement traverser l'Europe. C'est Vaucanson qui, pendant quelques années, 4 ans en fait, très peu, va exposer le flûtiste dont on parlait tout à l'heure, sur la base de la statue de Coysevox, c'est le joueur de galoubet, etc. Et le canard, le fameux canard. Au XIXe siècle, le problème est différent. Et là, je voudrais mettre en parallèle 2 automaticiens importants, Pierre-Louis Stévenard et Alexandre Nicolas Théroud. Tous les 2 naissent au début du siècle, l'un en 1807, l'autre en 1801, Stévenard en 1801, et tous les 2, curieusement, vont mourir en 1883. Donc leur parcours est totalement parallèle, et l'un va symboliser l'automaticien du siècle passé, il va incarner le passé, Stévenard, qui va faire des pièces uniques, très peu, 4 ou 5 pièces uniques. 2 sont maintenant entre des mains privées et je salue leurs propriétaires, mais il ne va jamais aboutir. Et il va présenter ces pièces à différentes expositions, dont l'exposition universelle de 1878, dont on parlait aussi il y a quelques instants. Et lui va être extrêmement contrit dans la mesure où il n'obtiendra qu'une médaille de bronze et il regrette. Il y a un texte de sa main autographe qu'on a retrouvé dans un de ses automates qui explique que, en définitive, la médaille d'or a été remise à un fabricant de réveil en fer blanc, mais qui lui produit en quantité. Et là, effectivement, nous sommes en pleine révolution industrielle, on produit, et c'est ça que l'administration, en tout cas les organisateurs de salons, et de l'exposition universelle particulièrement, récompensent. Et puis, pour continuer mon parallèle, Alexandre Nicolas Théroud, lui, va produire des automates de décoration, des automates. Alors il va d'abord commencer par faire des jouets, des petites choses. Il va apprendre, il va essayer de se positionner sur un marché qui est en pleine, qui balbutie, qui débute. C'est vraiment, pour la première fois, les bourgeois vont pouvoir s'offrir, enfin les bourgeois au sens sociologique du terme, vont pouvoir s'offrir des objets de luxe ou des objets de valeur, ce qui est quand même relativement nouveau à cette époque-là. Ça va devenir des manufactures de babeloterie, puisqu'ils vont être classés dans les almanachs de commerce dans cette catégorie-là. Et Alexandre Nicolas Théroud va donc non seulement déposer 22 brevets, si mes souvenirs sont exacts, tout au long de sa carrière, et va surtout développer des automates. Donc il va supprimer le socle, il va intégrer toute la mécanique dans le corps de l'automate, ce qui va leur donner une présence tout à fait fabuleuse. J'aurais pu vous mentionner que Stévenard, lui, s'était tourné plutôt vers des automates miniatures, des petits automates pratiquement incorporés tous sur des pendules, et on les appelait à l'époque d'ailleurs des automates pygmées, un peu pour
effacer les rumeurs qui avaient pu être entendues à une époque, à l'époque de Vaucanson et de Van Campelen, qui, eux, avaient fait soit des automates réels, mais de grandeur nature, soit des faux automates pour ce qui est de Van Campelen, avec le fameux Turc qui a joué contre Catherine II, etc. Enfin, on ne va pas... donc, il est important que Stevenard fasse des petits automates. Terhune, lui, va revenir à des automates de grande décoration en utilisant donc toutes les finesses de la mécanique, et nous verrons quand on va ouvrir cet automate que cette mécanique est très puissante, elle est très bien construite, c'est vraiment une mécanique d'horloger. Terhune est un automaticien, mais vous me direz, il y a un orgue à l'intérieur. Eh oui, en fait, dès 1866, Terhune, qui est voisin de Pierre-Ernest Kelsen, s'intéresse à cette entreprise de facture d'orgue, qui, entre parenthèses, est le digne successeur de Davrainville, des Davrainville père et fils. Ils sont tous dans le carreau du Temple, enfin, dans ce quartier de Paris où on retrouve les mécaniciens, les estampeurs, les fondeurs, enfin, tous ces petits métiers si savants et si utiles à l'époque. N'oubliez pas que là, nous avons parlé de l'exposition de 78, mais que dans l'exposition de 1855, c'est-à-dire 20 ans plus tôt, Terhune a reçu une médaille pour l'excellence de ses automates, mais Kelsen a également reçu une médaille pour l'excellence de ses automatismes et de ses orgues. Bien sûr qu'ils se connaissent, notamment dans le quartier du Marais, mais ils se connaissent, ils sont réellement concurrents dans ces moments de forte visibilité que sont les expositions universelles. Tout à fait. Concurrents, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont même plutôt s'épauler, puisqu'ils vont travailler ensemble sur la réalisation. Après, en 66. En 66, oui. Voilà. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Ouais. En 66, effectivement, ils vont travailler de concert pour réaliser cette pièce qui concerne donc un automate avec son automatisme, mais qui va déclencher un orgue. À l'image devrait apparaître le dessin original déposé à l'INPI du brevet d'Alexandre Nicolas Terhune, donc de 1866, où là, vous remarquerez qu'on se trouve bien face à quasiment le dessin, la reprise du dessin du marbre de Paros du début du premier millénaire, du premier siècle de notre ère, dans lequel on incorpore purement et simplement un mécanisme qui va actionner les doigts des deux mains sur la flûte de façon à être synchrone avec la musique. Et évidemment, toute la partie vivante, c'est-à-dire le regard, la tête qui va se pencher vers la flûte, qui va regarder le public, qui va se tourner de droite et de gauche, qui va saluer à la fin du morceau, tout ça va être inscrit sur le cylindre mémoire et sur les disques de côté qui sont les cames et qui vont donc donner naissance à ces mouvements. Cet automate apparaît dans le catalogue de 1878, le catalogue de Jean Roulet pour l'exposition universelle. Or, nous vous avons dit que cet automate était d'Alexandre Nicolas Terhune. On peut se poser la question. En fait, j'ai toujours entendu dire, quand j'étais jeune, que certains automates avaient été faits par l'un, d'autres avaient été faits par l'autre. Et effectivement, dans beaucoup de documentation que l'on trouve aujourd'hui, cet automate apparaît sous la signature de Jean Roulet. Après avoir fait des recherches et retrouvé le brevet et avoir un peu retracé la destinée commerciale de ces deux entreprises, il me semble important d'affirmer que cet automate a été non seulement créé, conçu, mais réalisé par la famille Terhune, et qu'il a été peut-être commercialisé après la faillite de celui-ci par Jean Roulet, après 78, ou à partir de 1878.
D'ailleurs, on le trouve aux États-Unis, l'exemplaire que nous avons retrouvé aux États-Unis, qui est daté de 1869, si mes souvenirs sont exacts, porte et c'est le seul d'ailleurs, à porter une marque de Terhune. Et là, je vais peut-être laisser la parole à Ève, qui va nous expliquer comment cet automate est arrivé là-bas, en l'occurrence avec la Centennial Exhibition of Philadelphia de 1876, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, il est vrai que l'automate qui se trouve actuellement exposé au musée de Morristown est une pièce dont on possède un document où il est in situ. Et ça, c'est très très rare, c'est l'unique document. Il se trouve dans la résidence de Mr. Dobbins. C'était un entrepreneur de l'époque qui avait construit tous les pavillons de l'exposition de Philadelphie. Et là, dans son salon, nous voyons l'automate comme une pièce de prestige où il met en valeur son propriétaire. Il est tout à fait au fond, je ne sais pas si vous le voyez, en bonne place lors des repas luxueux qui se faisaient dans cette résidence. Voilà. J'aurais voulu revenir un tout petit peu sur l'aspect prestigieux de la pièce, puisque le costume est composé de vêtements soyeux, de la soie sauvage pour ce qui est du sarouel, du voile de soie pour ce qui est de la chemise et du satin, enfin du velours, pardon, de soie pour ce qui est de la veste. C'est un personnage, donc regardons-le avec les lumières qui chatoient sur son costume, c'est un personnage nonchalamment appuyé sur un tronc d'arbre, avec un beau regard de velours et ses mains articulées. Nous avons ici une pièce qui est présentée au public comme une pièce pleine d'exotisme, et c'est ce qu'a voulu Alexandre Nicolas Terhune, de façon à répondre au goût de l'époque dans les arts. L'influence de l'orientalisme était extrêmement présente, que ce soit en littérature, en peinture et même en musique. Et je crois que cette pièce en témoigne parfaitement. Elle est là pour ravir son public, pour le charmer avec ses sons flûtés. Et c'est vrai que la société de l'époque, vu la conjoncture très dure et les mœurs puritaines, avait besoin de rêver d'un Orient extraordinaire, un Orient qu'il fantasmait de toute façon et qui les fascinait. Donc, soyons fascinés nous aussi et écoutons les sons flûtés de cette très très belle pièce.